14 décembre 1963, la maison de l'ORTF est inaugurée par le général de Gaulle. La radio, dit-il, est une action humaine, autrement dit collective. Elle exige l'effort conjugué des équipes. Il faut, insiste le général de Gaulle, que la radio française concourt à la liberté, à la dignité et à la solidarité des hommes. Aujourd'hui pourtant, en avril 2015, voilà plus de 10 ans qu'un chantier de réhabilitation a été entrepris. Et déjà plus de 2 ans qu'il devrait être achevé. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas le cas. Et l'ambiance est bien morose à la Maison Ronde. Peu de temps après, le 11 septembre 2001, certains se sont inquiétés du fait que si un avion percutait la tour centrale, tout le monde ne pourrait pas être évacué avant que celle-ci ne s'effondre. Un préfet a alors décrété qu'il fallait mettre cette tour aux nouvelles normes anti-incendie. Cette tour qui contenait principalement, rappelons-le, les archives de la radio. Le devis établi pour la mise aux normes de la tour centrale fut de 170 millions d'euros. Mais depuis, les équipes de direction se sont succédées, et avec elles, les rêves de grandeur. Tant pis si on demande du soir au matin aux contribuables de se serrer la ceinture, et qu'un projet de salle de concert de 2400 places est en cours à la Cité de la Musique. Nous aurons, nous aussi, notre grand auditorium. On restaure ensuite le grand studio 104, mais on oublie la régie. Tiens, la voici, dans un camion, garé désormais en permanence devant la maison. Ah, si l'architecte Henri Bernard voyait ça. Cet ensemble est strictement fonctionnel. En aucun cas, on a cherché à exprimer autre chose, et les volumes qui en découlent sont sincères, et ils s'étagent cependant dans un site déterminé qui sont les pentes de la colline de Chaillot, en descendant par degrés vers la Seine, et sur la Seine et sur Paris en ouvrant une très large fenêtre du côté des salles publiques, puisque cette maison est une maison très fermée, amie des sons, ennemie des bruits, mais encore fallait-il qu'elle ait un sourire sur la ville. Ceci se produit grâce aux 3 salles publiques qui peuvent recevoir 2 ou 3 000 personnes. Il est loin le temps où Dionne Warwick venait délicatement se poser sur le toit de la radio pour nous enchanter de son Walk on By. La sincérité dont parlait Henri Bernard est une qualité qui semble faire défaut depuis un long moment à nombre de ceux qui tiennent le haut du pavé à Radio France. Et un simple tour d'horizon de ce qui a été mis aux normes donne un aperçu très clair de l'étendue de leur inconséquence. Nous sommes au 5e étage de la Petite Couronne. Tout est neuf ici. Neuf et abandonné. Des bureaux qui servent de débarras. Et surtout répartis sur 2 étages, 25 cabines de montage et studios d'enregistrement qui ont été exploités quelques semaines seulement, puis fermés à la hâte, car imbibés de formaldéhyde. Le formaldéhyde est un solvant particulièrement toxique, et il y a 4 ans, lors de la livraison des studios par l'entreprise de réhabilitation, les équipes de production furent exposées à des taux jusqu'à 3 fois supérieurs à la limite maximum autorisée. Même chose ici, dans le studio de l'Agora, placé de manière incongrue autour de 2 énormes pylônes, partie intégrante des fondations de l'édifice. Pourtant, ce nouveau studio devait être le studio vitrine de Radio France. Même si les acousticiens vous diront qu'un studio vitrine est une sorte d'oxymore. Vitre et studio ne font jamais bon ménage. Mais qu'importe, il était indispensable d'assouvir les caprices de tel ou tel arriviste, inculte et incompétent. Et lorsqu'on s'aperçoit que le son est trop vilain, on fait finalement poser des rideaux sur la belle baie vitrée. Un studio si mal conçu qu'un coup de pied sur le sol en régie est ressenti dans le studio. Nous sommes loin des exigences de qualité propres aux ingénieurs d'origine. Un petit studio d'information. Particularité, la possibilité d'aller rapidement du studio proprement dit à la cabine technique par un couloir ouvert en permanence. Sa forme et son revêtement absorbant assurent une étanchéité sonore parfaite entre les 2 pièces.
De toute façon, on a la mémoire courte, et plus personne ne sait désormais qu'un studio de plus dort ici. Cependant, il n'y a pas que les studios neufs qui sont abandonnés. Bien triste aussi est ce spectacle-là. Plusieurs grands studios utilisés autrefois pour l'enregistrement des dramatiques, par exemple, attendent leur réhabilitation. On redoute le pire. D'autant que l'un d'entre eux, le studio 113, conçu comme tous les studios de l'époque dans les règles de l'art, a déjà été rasé. Tout simplement. Sur ce chantier, tout ce qui a été fait a été à refaire. 1 fois, 2 fois, 3 fois. À l'image aussi du parvis de la Porte D, par exemple, qui a dû être repris 3 fois après la réhabilitation, car l'eau, par temps de pluie, s'engouffrait, et s'engouffre toujours d'ailleurs, sous les portes. La cantine, qui avait sa place autrefois au 10e étage de la grande couronne extérieure, a été installée, en dépit du bon sens, au centre de la radio, et rebricolée plusieurs fois depuis son ouverture il y a quelques années. Le parking, dans le dernier sous-sol inondé, est entièrement inutilisable. Le réseau incendie, bien que flambant neuf, présente déjà des fuites sur certaines soudures. Et si par curiosité on se faufile plus avant dans le dédale de conduits menant vers la centrale thermique, on s'aperçoit vite que ces nouvelles installations n'inspirent pas vraiment confiance. Et puisqu'on parle de sécurité, il n'est pas rassurant non plus d'apercevoir au sommet de la tour centrale ces filets qui retiennent les plaques d'aluminium. Bel habillage fraîchement posé qui se détache déjà. Depuis plus de 10 ans, les ouvriers sont présents chaque jour sur le site, dès l'aube et jusqu'au crépuscule. Soit dit en passant, peu d'entre eux comprennent le français, et il y a fort à parier que les sociétés qui les emploient sont peu soucieuses du code du travail. Qui a pu choisir des maîtres d'œuvre aussi peu scrupuleux, capables de livrer sans rougir un parking sans porte, une cafétéria sans réfrigérateur et dont les portes de placard vous restent dans les mains. Le chantier a pris de telles proportions au fil des ans que certains services sont installés dans des Algeco, ce qui porte un coût supplémentaire non prévu au départ. La facture du chantier s'élève déjà à plus de 500 millions d'euros, contre 170 millions prévus initialement. Un demi-milliard d'euros pour saboter un outil merveilleux et unique au monde. Cet outil, les Français en sont propriétaires. Et il est temps de crier « halte à la casse », halte aux folles dépenses, halte au manque de discernement et de rigueur dans les choix. Construit grâce au travail colossal de maîtres d'œuvre visionnaires et efficients, ce bâtiment fait partie de notre patrimoine à chacun.